Ah, vous êtes une quarantaine dans la salle, c'est bien compté. Puis on est 70 personnes en ligne aussi. Fait qu'on va vraiment toujours prendre les micros pour les gens qui sont en ligne pour qu'ils nous entendent bien. Merci beaucoup d'être là. C'est une belle surprise d'apprendre que la gouvernance de la biodiversité est un sujet si intéressant au Québec aujourd'hui. Fait que merci aussi, Annie, Laura, d'avoir accepté de co-lancer le livre avec nous. Simon aussi, qui n'est pas là, qui aura une petite vidéo. Merci d'être là. Puis merci à nos panélistes experts qui ont voulu partager ce moment-là du lancement du livre de nos auteurs qui sont ici. Merci aux partenaires aussi, vous les voyez là sur le slide, évidemment, nous. La Maison du développement durable, puis par ricochet, Hydro-Québec et Desjardins qui permettent ce type d'événement-là à la MDD. L'Université de Sherbrooke, plus particulièrement l'École de politique appliquée et le Centre universitaire en développement durable et environnement. Formation en environnement, pardon, excusez, il n'y a pas de développement durable. Et les presses de l'Université du Québec là, qui publient l'ouvrage. Merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, vous savez, on va parler évidemment un peu du livre. C'est le but. Par contre, on va vous laisser lire le livre. On va profiter quand même de la présence des auteurs pour en discuter un peu. On aura une courte vidéo de Simon aussi, mais après ça, on va en profiter justement pour se poser des questions aussi de nos experts qui ne sont pas nécessairement des auteurs du livre, mais qui ont quand même une expertise de la biodiversité assez poussée. L'événement va durer jusqu'à 6 heures. Après ça, on a du vin pour vous. Pour les gens qui ont commandé un livre aussi, ce sera votre chance d'aller chercher votre ouvrage. Je vous commencerai en fait la session avec une petite vidéo de Simon, qui est un des co-auteurs du livre, qui ne pouvait pas être présent, qui étudie, si je ne me trompe pas, Californie. Stanford University actuellement. Donc, il n'est pas là présentement. Fait qu'il y a un court vidéo de Simon, puis après ça, on va tout de suite se lancer pour le panel, puis je vous présenterai nos excellents panélistes. Je vais le faire. Bonjour, merci pour votre présence et votre intérêt pour la biodiversité. Je m'appelle Simon Baudouin et avec Annie Chaloux et Laura Fekino, je suis l'auteur du livre Gouvernance mondiale de la biodiversité, évolution et enjeux. Le livre trouve son origine dans une volonté de mettre en commun les connaissances scientifiques et politiques sur les questions relatives à la biodiversité et a été structuré de manière pragmatique. Les premiers chapitres visent à faire état des connaissances sur les facteurs directs et indirects de la perte de biodiversité, ainsi qu'à poser les bases des termes clés en définissant les notions de biodiversité, gouvernance mondiale et gouvernance mondiale de la biodiversité. Le chapitre 2 porte sur l'histoire de la gouvernance mondiale de la biodiversité ainsi que les efforts qui ont été mobilisés au cours des derniers siècles pour faire face aux enjeux relatifs à la perte, à la dégradation des écosystèmes et des espèces. Le chapitre 3 retrace quels ont été les acteurs clés et quel rôle ont-ils joué durant les derniers siècles, les dernières décennies. Le chapitre 4, quant à lui, se tourne vers l'avenir en regardant quelles sont les politiques porteuses identifiées par la littérature scientifique, ainsi que par notre analyse d'une centaine d'ouvrages scientifiques et de livres qui ont complémenté notre réflexion et ont permis de mettre en commun des connaissances qui, nous l'espérons, ouvriront vers de nouvelles discussions et des politiques porteuses pour faire face aux défis. Merci Simon, en fait, qui est en virtuel sur Zoom. Il est là, il n'est juste pas là. Merci Simon. Je vais vous présenter rapidement nos panélistes. Je vous dis rapidement, mais c'est des gens qui ont des longs titres, fait que ça ne sera pas si rapide que ça. Mais premièrement, j'ai Laura Fekino, qui est auteure, évidemment, qui est candidate à la maîtrise aux études, aux études politiques appliquées et assistante de recherche à l'Université de Sherbrooke. Tu es aussi analyste politique chez Atelier pour la biodiversité. Annie Chaloux, qui est auteure, qui est professeure agréée à l'École de politique appliquée et le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable, et évidemment à l'École appliquée. Tu es aussi directrice de la revue Le Climatoscope et co-directrice du groupe d'études de recherche sur l'international et le Québec. Rachel Lévesque, tu es conseillère principale en climat et environnement pour le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Fanny Pelletier, qui est co-directrice du Centre de la science de la biodiversité du Québec, professeure titulaire au département de biologie de l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les impacts de l'activité humaine sur la faune, et tu es co-éditrice en chef de la revue Facette. Martin, tu es directeur du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Vous m'excusez d'avoir dû lire cette partie-là. C'était quand même intense. Ça va être modéré par moi, vous en doutez, je suis directeur général des ateliers pour la biodiversité.
Fait qu'on va aller directement dans le vif du sujet. Merci vraiment beaucoup d'être là. Je pense que c'est intéressant d'avoir évidemment les auteurs, mais aussi d'avoir des expertises externes du gouvernement, de la science et des OBNL et de l'action directe sur le territoire. Peut-être question super rapide pour vous en 1 minute. Je vous ai présenté, mais pourquoi est-ce que vous vous intéressez dans votre travail à la biodiversité? Je commencerai évidemment par toi, Laura, puis j'irai un à la suite de l'autre. Bonjour tout le monde, moi c'est Laura, merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui. Je m'intéresse à la biodiversité en fait dans différents cadres académiques là, et professionnels également. Au niveau académique, c'est sûr que je fais de la recherche là, avec Annie en gouvernance mondiale de biodiversité. Donc je dirais que j'ai foncé la tête première à la COP 15 il y a déjà 3 ans. Donc ça a été ma première expérience qui a été, vous vous en doutez, assez intense. Donc, à partir de là, j'ai continué différents contrats de recherche, notamment une note de recherche qui s'est transformée éventuellement dans le livre finalement. Donc, ce n'est plus un document Word, c'est maintenant un livre, mais c'était une note de recherche à la base qui a été bien évidemment bonifiée avec Simon et le précieux travail d'Annie aussi. Sinon, je m'intéresse aussi à la biodiversité via mon emploi aussi aux ateliers pour la biodiversité, comme analyste politique. Puis sinon, mon sujet de mémoire en parallèle avec ça porte aussi sur la biodiversité. Donc, je mange de la biodiversité là, tous les jours. Là, j'en parle à tous les jours ou presque. Qui porte aussi là, sur ce sujet-là. Je pense qu'Annie a été là dans mes crises existentielles de choix de sujets de mémoire, mais je pense qu'avec du recul, je regrette vraiment, mais vraiment pas d'avoir choisi ce sujet-là, bien au contraire. Merci. Annie, je te laisserai la parole. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici. Donc, pour moi, la question de la biodiversité, c'est plutôt une question qui était parallèle à mon parcours. Moi, je suis chercheur qui se spécialise depuis plusieurs années là, sur l'action internationale du Québec, mais j'ai beaucoup suivi les travaux sur la question des changements climatiques. Et il y a plusieurs années, dans des mariages forcés, des fois, l'université, on fait partie de comités comme ça et ça nous oblige à rencontrer des experts de différentes disciplines. Et j'ai un collègue de famille, Dominique Gravel, qui m'avait mis au défi de travailler sur les questions de biodiversité. En disant, il y a personne qui travaille, qui fait de la recherche sur la gouvernance mondiale de la biodiversité, encore moins en français. Tu devrais travailler là-dessus. Il devrait y avoir des étudiants qui travaillent là-dessus. Donc, j'ai décidé de me joindre à cette fameuse activité-là. Je tiens à dire, par contre, et je veux que vous le sachiez, c'est vraiment une publication qui est beaucoup le travail de Simon et de Laura. C'est vraiment eux qui ont construit cette expertise-là qu'on vous présente, qu'on vous propose aujourd'hui. Je pense que c'est important de le dire. Comme chercheur, très souvent, c'est très facile que nos noms soient présents, soient au centre du travail, mais je tiens vraiment à dire que l'expertise qu'on gagne aujourd'hui au Québec, qu'on est en train de vous présenter, c'est vraiment le fruit de jeunes chercheurs. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, mon cheval de bataille demeure et toujours la question des changements climatiques, mais dans les questions qu'on aura à répondre aujourd'hui, vous le verrez, je pense qu'on ne peut plus simplement parler de changement climatique sans parler de biodiversité. Il faut apprendre à travailler ensemble, à avoir une approche qui est plus systémique, qui est plus holistique, mais c'est très complexe à faire et nous-mêmes, des fois, on s'arrache les cheveux de la tête d'essayer de comprendre les interrelations, les impacts positifs ou négatifs que de faire travailler ensemble ces deux thématiques-là ont. Donc, c'est ce que j'essaie de faire un peu à ma mesure, mais voilà, ça résume un peu mon expertise sur le sujet. Merci, Annie. Je passerai avec toi, Rachel. Comme le défi de départ. Merci. Moi, en fait, mon intérêt à la base, c'était pas la biodiversité. Je suis atterrie ici par chance. Je m'intéressais beaucoup à la sécurité alimentaire. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Et j'ai réalisé que le dossier de la biodiversité était un dossier qu'on ne s'occupait pas assez. C'était couvert par les changements climatiques, mais les gens, on sait ce que c'est, les changements climatiques, ça prend beaucoup de place. Puis la biodiversité, moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, j'ai demandé de m'occuper du dossier, puis on m'a parachuté à la COP 14. Où a été lancé le cycle de négociation du cadre Kunming mondial. Et moi, je suis tombée en amour avec les négociations internationales de ce cadre-là. C'était passionnant. C'était un cycle de négociation qui devait durer 2 ans, ça a duré 4 ans. Le Québec, on a quand même eu un rôle intéressant à jouer parce qu'on était dans la délégation du gouvernement du Québec, mais on représentait aussi le rôle des États fédérés sur la scène internationale.
On a aussi lancé une consultation interministérielle en biodiversité avec tous les ministères du gouvernement du Québec. Donc, ça a été des mandats vraiment stimulants. Puis ensuite, on a eu l'extrême honneur d'accueillir la COP15 à Montréal. Donc, on a joué un gros rôle aussi avec le Canada et la ville de Montréal dans ce grand succès là, qu'a été la COP15. Et donc, pour dire que maintenant, je m'intéresse vraiment beaucoup à la biodiversité. Je trouve ça passionnant. J'ai énormément appris. Mais un peu comme Annie, moi, je trouve que c'est aussi vraiment intéressant de briser des silos justement entre le milieu agricole, l'alimentation, la biodiversité, les changements climatiques. Puis c'est aussi quelque chose que je pense qu'on peut, que je me suis donné le défi de faire. Voilà. Merci, Rachel. Fanny? Donc, moi, je suis la scientifique dans la salle. Peut-être que Martin aussi représente notre sphère. Moi, je m'intéresse à la biodiversité depuis très longtemps, depuis mes études du baccalauréat. Je travaillais en écologie déjà à l'époque, donc ça va faire bientôt 20 ans plus. Et puis, à ce moment-là, on me disait toujours « Pourquoi tu fais ça? Tu n'auras jamais d'emploi. » Fait que ça a beaucoup changé, je trouve, depuis ce temps-là. Mes différentes chaires de recherche s'intéressent vraiment à l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité, principalement sur la faune. Je travaille sur des suivis à long terme avec des animaux marqués. On travaille, par exemple, en collaboration avec Pêche Océan sur les pinnipèdes, l'impact des changements climatiques sur les pinnipèdes ici dans le Golfe. J'ai des travaux dans l'Ouest canadien sur les mouflons d'Amérique. On regarde aussi l'impact des changements climatiques, de la chasse et d'autres activités humaines sur les populations là-bas. On travaille sur les ours en Scandinavie. Puis les enjeux humains sont les mêmes, même si on change de région et de lieu. Évidemment, l'impact de ces effets-là diffère. Puis, à mesure qu'on vieillit dans une carrière, on fait de plus en plus de choses. Donc, évidemment, maintenant, je co-dirige un centre de chercheurs, donc un réseau de chercheurs dans lequel il y a une centaine de chercheurs qui s'intéressent à des questions de biodiversité, puis plus de 500 étudiants gradués. Et je donne aussi des avis scientifiques pour différents comités pour les espèces en péril, notamment le comité provincial et le comité fédéral. Et depuis l'an passé, je fais partie aussi des experts là, de la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. Vous allez peut-être l'entendre, l'IPBES. Donc, je fais partie des chercheurs là, qui sont en train d'essayer de proposer un système mondial de suivi de la biodiversité pour avoir un peu l'équivalent du suivi qui se fait là, pour le climat à l'échelle planétaire. Merci. Et Martin? Oui, bonjour à tous. Martin Vaillancourt, donc directeur du regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec. On est parti là, de quelque chose de très, très général, de l'analyse du secteur mondial. Nous, on agit au niveau régional, mais surtout local. Donc, on est des praticiens, on est des gens qui utilisent principalement la concertation pour parler avec les acteurs régionaux, avec les élus, en fait, et ce, depuis plusieurs décennies. Donc, le premier conseil régional en environnement, il a été fondé au Saguenay il y a plus de 50 ans maintenant. C'est un besoin qui était né des acteurs du terrain, de se donner une instance où ils allaient pouvoir discuter de pollution à l'époque, d'environnement par la suite, de développement durable quand les mots se sont intéressés à ce concept-là. Et de fil en aiguille, le Québec a fait le choix d'avoir un conseil régional dans chacune des régions du Québec. Donc, depuis 35 ans, le regroupement national existe et supporte ces conseils régionaux-là. On travaille sur toutes sortes d'enjeux environnementaux, mais les enjeux qui touchent les milieux naturels, la biodiversité, sont au centre des actions de l'ensemble des CRE. Donc, c'est le dénominateur commun. Là, on est au cœur de ces questions-là. On est accompagné par d'autres groupes. Là, on n'est pas les seuls. Il y a énormément de groupes qui travaillent sur ces enjeux-là. Et notre outil, comme je l'ai dit, c'est celui de la concertation. Donc, c'est d'avancer à la vitesse de la concertation. Ce n'est pas toujours la vitesse qui est souhaitée par l'ensemble, disons, des parties prenantes, mais c'est la seule qui fonctionne souvent pour informer, sensibiliser, mobiliser et ensuite passer à l'action. Et il y a des déclencheurs là, comme la COP15 là, qui nous donne de l'élan puis qui déclenche toutes sortes de choses. Là. Au Québec, on aura l'occasion d'en parler là, et qui favorise grandement
Donc, cette gouvernance-là, là, au niveau mondial, quand elle se traduit au niveau local, les gens s'y intéressent puis passent à l'action par la suite. Merci beaucoup. On aurait pu faire un panel juste avec vos introductions. Mais on va tomber dans des questions. Vous avez vu, on est ambitieux aujourd'hui. Là, en 60 minutes, on veut parler du cadre mondial et de l'action locale. Fait que c'est sûr qu'on va aller large. Mais vous le savez, la question de biodiversité, puis en fait, Rachel l'a un peu abordé, c'est l'alimentation, c'est l'impact avec le climat. Fait que c'est super large. On va essayer évidemment de brosser un portrait large. Après, il y aurait le réseautage. Vous pourrez aller poser des questions plus précises. Mais je vais commencer tout de suite par toi, Laura. On a l'impression, justement, là, parce qu'il n'y avait pas nécessairement des panels sur la gouvernance mondiale avant. Pourtant, c'est un vieil enjeu, la biodiversité, on va le dire comme ça. Mondialement, je crois que l'ouvrage parle qu'on en a commencé à parler à peu près dans les années 60. Veux-tu nous en parler un peu, justement, de l'historique de pourquoi c'est devenu un enjeu mondial? Oui, donc ça, c'est mon test de résumer le chapitre 2 en 4 minutes. Fait qu'on va voir si ça fonctionne ou pas. Je vais faire mon possible. Vous m'excuserez de tourner les coins ronds là, un petit peu pour rentrer ça sans prendre trop de temps. C'est sûr que même avant les années 60, la biodiversité, ben, elle a toujours, ou la nature plus largement, parce que le mot biodiversité, il existe depuis les années 1980. Avant ça, on parlait plus généralement de nature. C'est sûr que la biodiversité a toujours été au croisement de différentes visions, de différentes valeurs. Par exemple, une vision qui est plus anthropocentrée, qui met l'humain au centre, la nature autour, versus d'autres visions qui sont peut-être un peu plus biocentrées, que beaucoup de communautés autochtones ont d'ailleurs, qui met davantage la nature au centre et qui met l'humain et la nature sur un pied vraiment d'égalité, là, comme un tout. Mais à partir des années 60, comme tu disais, David, il y a vraiment eu, c'est à partir de là qu'on a commencé à politiser davantage les enjeux environnementaux, y compris la biodiversité, la nature. Puis ça s'inscrit dans un contexte où il y a eu une prise de conscience populaire en général, l'émergence d'un activisme écologiste aussi. Et on l'a vu avec la création de multiples ONG, là, notamment on peut penser à Greenpeace, par exemple, ici au Canada, qui a été fondée. Il y a eu des publications percutantes, des images percutantes, des événements. On peut penser à des marées noires, là, des déversements de pétrole qui ont fait du mal à des écosystèmes marins, par exemple. Ces images-là ont commencé à arriver de plus en plus souvent. Ou des images comme, par exemple, la première image de la planète Terre, mais vue depuis l'espace. Donc là, on voit que la planète, elle a vraiment des limites qui sont physiques. On l'observe à travers nos propres yeux. En parallèle, il y a eu beaucoup de progrès scientifiques. Sur l'étude de la biosphère, on a commencé à étudier encore plus les écosystèmes, les espèces qui les composent, les différentes interactions, les interrelations. Et on est allé jusqu'à étudier la génétique, les gènes même des différentes espèces, au point où on en est venu à pouvoir modifier la composition de différentes espèces là, au niveau génétique. Et ça a ouvert la porte à plein de choses qu'on voit aujourd'hui. Et donc, par exemple, le fait qu'on peut émettre des brevets, on peut en quelque sorte s'approprier certaines ressources génétiques, là, entre guillemets. Puis ça, c'est venu vraiment influencer le vocabulaire de la Convention sur la diversité biologique. Si vous la lisez un jour, je vous le recommande, c'est passionnant. Mais si vous le lisez hors blague, il y a vraiment un vocabulaire là, qui parle de ressources génétiques, qui ne parle pas nécessairement de composantes de biodiversité ou d'éléments constitutifs. Et donc, c'est un vocabulaire qui est assez normatif là, dans la façon de voir la biodiversité, de voir la nature. Tout ça, vous vous en doutez, ça a mené vraiment à beaucoup de débats assez majeurs dont on entend encore parler là, aujourd'hui, notamment le droit des communautés qui abritent cette biodiversité-là. Et la biodiversité, je pense que je ne vous apprends rien, là, plus on va proche de l'équateur, plus il y en a. C'est sûr que les populations qui souffrent le plus de la dégradation de la biodiversité, ce sont les populations du Sud global. Ce sont surtout les communautés autochtones là, qui sont les principales gardiennes là, en première ligne de front. Et sinon, il y a d'autres débats comme le lien que vous connaissez sans doute entre environnement et développement. Donc, c'est là qu'on a commencé à parler aussi de développement durable, par exemple. Et les États, les organisations internationales ont commencé à prendre une place vraiment plus grande dans ces débats-là. Donc, il y a vraiment une institutionnalisation, j'ai de la misère avec ce mot-là, à différentes échelles. Donc, on le voit via des sommets gouvernementaux, intergouvernementaux, en fait, au niveau international, mais même à l'échelle nationale. Donc, par exemple, les ministères de l'Environnement qui ont commencé à apparaître dans différents pays, dans différentes provinces aussi.
Puis tout ça, ben là, on est dans les années 80. Là, on a vraiment négocié une convention cadre, une convention là, grande de biodiversité qu'on voulait assez parapluie, là, en quelque sorte. Donc ça a été, entre autres, avec beaucoup de leadership, étonnamment, des États-Unis. Je dis étonnamment parce que vous savez peut-être que les États-Unis n'ont jamais adhéré à la convention, ils ne l'ont jamais ratifiée, mais ils étaient très impliqués là, dans cette négociation-là. Puis par la suite, ben, on est vraiment arrivé au fameux sommet de la Terre en 1992 à Rio, d'où se sont découlées les 3 conventions de Rio, donc celle sur la biodiversité, celle sur le changement climatique, celle sur la désertification. Et ça, c'est beaucoup arrivé à cause du Sud global aussi qui a fait beaucoup de pression parce que le Sud global a dit OK, c'est un package deal. On adopte tout ou on n'adopte rien parce qu'à ce moment-là, le Nord global avait plus envie d'adopter la convention sur les changements climatiques, mais ça a vraiment été de la pression du Sud global pour que les 3 conventions soient adoptées, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle vraiment de 3 conventions de Rio et non pas seulement d'une. Merci. La troisième étant la désertification pour les gens qui la connaissent moins. Juste pour vous, Laura faisait la blague de lire le cadre mondial, là, mais j'ai rencontré Laura dans un appel d'Environnement et Changement climatique Canada sur une intercession des grands. Fait que clairement, elle geek out sur le cadre. Je ne vous suggère pas nécessairement de le lire. Lisez le cadre mondial au lieu de la convention, c'est un petit peu plus moderne. Annie, je te laisserai en faire rebondir. On a parlé justement que c'est un vieil enjeu. C'est un enjeu au niveau des conventions qui est égal à le changement climatique, qui a été signé en même temps. Pourtant, on a quand même une impression que c'est un nouvel enjeu. Pourquoi est-ce que justement la biodiversité a été moins abordée que le climat, là, principalement au Québec, mais peut-être mondialement aussi? En fait, je me permettrais même de rétro-pédaler un peu parce que historiquement, même dans la gouvernance environnementale mondiale, la question de la biodiversité occupe une place de beaucoup plus longue haleine que les changements climatiques. Avant, il y avait des conventions qui étaient sectorielles. Tu sais, on va protéger les espèces de faune et de flore utiles à l'homme. Tu sais, il y avait donc des notions très d'utilité. La convention CITES pour le commerce des espèces en voie de disparition. On protégeait donc certaines espèces utiles à l'agriculture. Tu sais, c'était nommé comme tel. Et la question des changements climatiques, donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus moderne, qui est beaucoup plus récent. Par contre, auparavant, c'était perçu de manière très sectorielle et très associée là, à soit à certaines espèces ou à certaines utilités pour l'humain. Une fois qu'on a dit ça, ben, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les années 80, quand la question environnementale émerge, on se rappelle qu'on est dans un contexte de fin de guerre froide, de post-chute du mur de Berlin, donc de l'idée, le monde idéal de revamper le multilatéralisme. Fait on se ramène à cette époque-là où finalement on avait une très grande inquiétude. En 1988, Brian Mulroney, qui est alors premier ministre du Canada, dit que la plus grande menace à part la guerre nucléaire est celle des changements climatiques. Ça vous donne une idée quand même. On était très, très, très inquiets de cette question-là. Ensuite, en 90, bon, le GIEC apparaît et c'est ce qui a peut-être un élément qui a rapidement fait la différence dans la place qu'occupe la question des changements climatiques dans l'agenda politique versus la question de la biodiversité. Ceci étant, effectivement, on adopte donc ces deux grandes conventions-là, mais rapidement, puis quand moi j'ai commencé à enseigner, on disait toujours que la question des changements climatiques, c'est difficile à agir parce que c'est complexe et diffus. Je vous dis aujourd'hui que c'est beaucoup plus facile de parler de changement climatique, d'impact, de solutions, etc., que de parler de biodiversité. C'est encore un terme qui est beaucoup plus diffus et plus complexe. Donc, je pense qu'une des grandes raisons qui expliquent la difficulté pour la question de la biodiversité d'avoir pris une place dans l'agenda politique international dans les 30 dernières années par rapport à celle des changements climatiques. Et donc, le fait que maintenant, et depuis 10 ans encore davantage, la question des changements climatiques, elle est visible, on a une urgence perçue. On a une inondation qui arrive dans une communauté, on a des feux de forêt sans précédent, on vit des sécheresses dans certaines zones. Donc, ce sont des phénomènes qui sont visibles, ce sont des phénomènes qui sont spectaculaires. Et ça vient chercher donc vraiment des choses à l'intérieur de nous qui vont nous pousser à agir, alors que la perte d'une espèce particulière qui, pour le commun des mortels, ne veut pas dire grand-chose, c'est difficile d'aller chercher l'importance de cette disparition-là parce qu'on a encore l'impression que c'est, somme toute, très diffus, que c'est plutôt silencieux comme perte. Ça ne veut pas dire que c'en est moins important. Et aussi, c'est perçu de manière plus locale.
une communauté va perdre, on parle en ce moment dans l'actualité, par exemple, le cas du caribou montagnard ou forestier, etc. Mais on parle de 19 espèces dans un des enclaves qui restent. Pour nous, ça ne veut plus dire grand-chose, mais encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ça n'a pas le même impact que 5000 personnes qui vont vivre une inondation, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, etc. Ça n'a pas la même visibilité en termes d'aspect public et à l'international. C'est un peu ça aussi qui retient l'attention. Aussi, les changements climatiques, historiquement, de par le fait qu'ils ont le GIEC depuis si longtemps, ont pu modéliser, ont pu mesurer, ont pu arriver avec des chiffres, des données qui nous parlent, qui veulent dire quelque chose. On parle, par exemple, de tonnes de CO2 par habitant, comment on doit réduire. On va parler de hausse des températures nettement sous les 1,5, nettement, en fait, sous le 2 degrés, idéalement le 1,5 degrés. Ça veut dire quelque chose. On va parler de parties par million. Il y a quelques années, quand les premières COP que je suivais, on parlait des groupes du 3,25 ou du 4,50. Ça, c'est des parties par million de ppm qu'on doit avoir si on veut maintenir un monde sous les 2 degrés ou sous le 1,5. Donc, il y avait des chiffres. Je ne veux pas vous dire que dans la vie de tous les jours, ça change quelque chose, là, mais reste qu'on était capable de raccrocher à quelque chose. La biodiversité, comment on le calcule? Comment on crée un concept, une image, quelque chose de concret? Et je sais qu'il y a quelques années, des collègues parlaient, on parlait de 1 million au niveau du nombre d'espèces. Là, on essaie de trouver ces chiffres-là, mais ce n'est pas aussi simple, aussi facile à faire face à ça. Donc, ça, c'est un décalage qui est à la fois médiatique, mais qui est aussi social. Pour nous aussi, c'est très difficile de faire ces distinctions-là. Une autre chose aussi qui explique l'écart majeur en biodiversité, en changement climatique, c'est aussi même leur structure institutionnelle au niveau international. En changement climatique, c'est très fort. On a créé une convention à l'intérieur duquel on était tellement pressé d'agir qu'à chaque année, on s'engageait à créer une COP qui vont année après année discuter de cette question-là. C'est quand même important comme distinction. En biodiversité, c'est une COP aux 2 ans. On est rendu à la COP 30, alors qu'en biodiversité, on est à la COP 16. Il y a un écart majeur. Ça veut dire que les négociateurs, chaque année, dans un cas, se rencontrent, remettent à l'ordre du jour, sont poussés par la société civile pour aller plus loin, pour avancer, etc., ce que la biodiversité n'a pas. Donc, elle a plutôt un low profile, en mauvais français, que j'oserais dire. Et c'est aussi une COP de biologistes. Je ne dis pas que c'est ça qui se passe, mais c'est très sectorialisé. On a cette impression que parler de biodiversité, c'est réservé à un ordre. Alors qu'en climat, très tôt, on a compris qu'il y avait des intérêts économiques, qu'il y a des intérêts sociaux. Et on a tellement rapidement intégré la dimension sociale et reconnu l'impact à tout escient que ça fait en sorte de mobiliser tout le monde. Et jusqu'à même tout récemment, je mettrais au défi plusieurs des collègues de dire en biodiversité, je connais très peu de gens qui, encore aujourd'hui, comprennent l'interaction, la complexité et autres. Et ça explique donc cet écart-là. Si socialement, on n'est pas capable de mobiliser parce qu'on associe à quelque chose de très complexe, alors que l'autre, on comprend que c'est notre mode de vie, on comprend que c'est la voiture qu'on conduit, on comprend que c'est la manière dont on alimente nos enfants, ça n'a pas la même prégnance. Et finalement, ce que je dirais au-delà de ça, ce qui est triste ou qui est complexe, c'est que pourtant, c'est 2 problématiques où les enjeux sont les mêmes. Les problèmes sont les mêmes. C'est les mêmes causes. L'agriculture industrielle, la déforestation, l'utilisation des carburants fossiles. C'est aussi très souvent des solutions communes. À vouloir, par exemple, protéger les écosystèmes, ça peut permettre d'une part de capter les CO2 et d'éviter d'entrer dans de bouleversements climatiques, mais aussi ça permet de protéger la biodiversité. Les questions de justice environnementale, Laura l'a bien évoqué, ce sont les mêmes groupes qui sont les plus vulnérables, les plus marginalisés, qui subissent les impacts de plein fouet à la fois des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Donc, elles ont tout intérêt à travailler ensemble, mais nos institutions, pour être dans le milieu universitaire, on le sait, on travaille en silo. Je veux dire, juste apprendre à se comprendre, c'est déjà un enjeu. Mais ça montre donc qu'elles ont vécu pendant très longtemps, voire trop longtemps, dans des logiques institutionnelles différentes. Voilà. Merci, Annie. J'ai du contenu maintenant pour tous les panélistes là, pour rebondir sur justement comment la science peut amener des KPI. Fait que je rebondirai là, tantôt sur différents sujets qu'Annie a abordés. Puis, on a tous entendu parler de l'argent des ppm. Je pense que moi,
mon nouveau profil LinkedIn, ça va être la population de caribous à chaque année. Puis je vais dire né à 40 caribous en Gaspésie. Fait que, excusez, je vais continuer avec, Rachel, en fait, juste peut-être revenir. On va rester un peu dans le passé, puis on reviendra bientôt à la COP 15, ainsi de suite. Le Québec s'est engagé vraiment rapidement quand il y a eu la signature, justement, des conventions à l'origine. Veux-tu nous dire un peu pourquoi tu penses que le Québec a décidé de s'engager alors que ce n'est pas nécessairement un pays? Fait que je te laisserai répondre. Merci. Comme vous vous en doutez, je ne travaillais pas au gouvernement du Québec en 1992, mais j'ai fait des recherches, puis j'ai d'ailleurs eu l'occasion, en lisant le décret, relu la convention moi aussi, puis j'ai trouvé quand même intéressante. Mais tu sais, ce qu'il faut, là, je vais faire un aparté relations internationales, mais au Québec, je ne sais pas si vous devez le savoir, mais on a une doctrine, Jean Lajoie, qui fait en sorte que le Québec veut avoir sa vocation propre sur la scène internationale et il se donne une personnalité de pouvoir se représenter ses intérêts, ses priorités lorsque il s'agit de ses champs de compétences. On a aussi une loi, la loi du ministère des Relations internationales, qui dit que le Québec veille à représenter ses intérêts pour toute négociation d'un accord bilatéral ou multilatéral au sein de la délégation canadienne. Puis ensuite, on va coordonner puis assurer sa mise en œuvre. Donc, le Québec, on est très actif en biodiversité et on a voulu se déclarer lié à la Convention. Donc, c'est non seulement dès 1992, en fait, on voulait, nous aussi, s'y engager de notre façon juridique là, internationale pour pouvoir s'engager à la mettre en œuvre en fonction de nos ressources et de nos compétences internationales. Et c'était quand même très précurseur. Puis ça l'a démontré aussi que le Québec, très tôt, en fait, on a développé une diplomatie environnementale. Donc, et ça peut quand même être intéressant parce qu'en fait, ça montre un peu le rôle de check and balance que des fois des États fédérés comme le Québec peuvent avoir. Si, par exemple, le Canada, puis c'est arrivé là, par le passé, le Canada est dans des positions qui lui décident de ne pas avoir d'ambition ou de se retirer, bien, le Québec peut arriver puis prendre sa place. Puis ça peut être le contraire aussi. Il peut y avoir des cas où c'est le Québec qui décide d'être moins ambitieux, mais le Canada peut venir puis faire de la pression. Donc, c'est quand même un mécanisme intéressant. On a toujours, dans notre engagement à la Convention, on a, par le passé élaboré on n'avait pas beaucoup de politique, c'était plutôt, récemment, c'était des orientations gouvernementales pour appliquer les objectifs d'Aichi. D'ailleurs, les objectifs d'Aichi sont pires à lire que le Cadre mondial. Et donc, c'est vraiment récemment là, avec la COP 15 qu'on a eu le plan nature là, qui est vraiment la réponse infranationale du Québec au cadre mondial de la biodiversité. Puis je voulais rebondir juste anecdotiquement. C'est vraiment intéressant de dire que c'est vrai que le climat et la biodiversité, c'est très complexe. Puis je me rappelle au tout début des négociations du cadre mondial, on s'était rencontrés pour discuter de qu'est-ce que le cadre pouvait avoir l'air. Et on riait des objectifs d'Aichi en disant « Ah, mon, tu sais, 20, ça n'a pas de bon sens. Nous, on va faire comme l'accord de Paris. On va avoir un objectif APEX qu'on appelait, puis puis tout ça. » Et on a terminé avec un cadre mondial de 23 cibles. Donc, on arrivait, tu sais, c'est très, très complexe, la biodiversité, puis ça nécessite là, d'avoir ce niveau de détail. Voilà. Merci beaucoup, Rachel. Ben, je vais te garder le micro. Ça va être toi la prochaine question. C'est super le fun d'être dans une salle là, qui a des gens qui ont lu le cadre mondial de la biodiversité. Mon Dieu Seigneur. C'est vraiment moderne aujourd'hui. Rachel, en fait, question peut-être pour. On a passé un peu de temps dans le passé, mais justement, Annie parlait que peut-être avant la COP 15, justement, là, on parlait très peu, les acteurs n'étaient pas mobilisés, et ainsi de suite. On a eu la chance ou la malchance, on pourrait discuter longtemps, d'avoir la COP 15 ici à Montréal. Comment est-ce que ça a changé la conversation, évidemment, ici localement, mais aussi mondialement, cette COP-là, là, qui est quand même vue comme une COP critique, en fait? Oui, bien, tu sais, c'est super intéressant ce qui s'est passé avec la COP 15. Dès la COP 14, les COP biodiversité, c'était vraiment très petit, là, puis très biologiste, comme on disait. Là, je pense qu'à la COP 14, on était 5000 versus des COP de Dubaï à 80-100 000 personnes. Donc, quand on a commencé à négocier le cadre mondial, la COP 15, c'était le Paris Moment for Nature. Là, c'était notre accord de Paris. Puis ça y est, on allait nous aussi avoir notre moment.
Puis on avait besoin de ce moment-là parce qu'il y avait quand même aussi des rapports qui montraient que la communauté internationale n'avait pas réussi à atteindre les objectifs d'Aichi. Donc, on avait échoué sur nos engagements internationaux. Il y avait un rapport de l'IPBES qui était aussi sorti pour prévenir là, de cette massive extinction de masse, puis cette menace réelle qu'on avait sur la biodiversité. Puis on commençait à mieux comprendre justement cette crise silencieuse-là, puis en prendre de l'importance. Ce qui a été difficile pour arriver à la COP15, c'est la COVID-19. On était supposé avoir un cycle de négociation de 2 ans et arrivé la COVID, on a dû s'adapter, on a dû essayer de négocier en virtuel, ce qui n'a pas du tout fonctionné. Là. Ça a été vraiment un trop. Je pourrais en reparler, mais ça n'a pas fonctionné. La COP, vous savez, devait se tenir en Chine, qui, elle, voulait continuer là, de déplacer, de repousser toujours la COP 15. Et là, on approchait, on se disait, c'est quand même un cadre mondial là, qui va arriver à échéance en 2030. On ne peut pas l'adopter non plus en 2023, 2024. Et donc, le bureau, là, donc le groupe de pays qui représentait tous les pays, ont fait de la pression et ont demandé de mettre la COP à un autre endroit. Et vous savez, le secrétariat de la Convention il est basé ici à Montréal. Donc, la COP 15 est venue à Montréal pour cette raison. Mais c'est pas la présidence est restée la Chine. Donc, on n'était pas non plus devenu président de la COP. Donc, c'était quand même un duo géopolitique très intéressant à l'époque, mais qui a quand même montré qu'on était capable de travailler ensemble en environnement. Et vraiment, je pense qu'on a réussi là, à Montréal de faire ce moment historique pour la nature. Ça a donné ce niveau d'énergie et ce momentum-là. Mais pour répondre à la question, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé de la COP 15, c'est la mobilisation que ça a eu au Québec. Donc, quand on a su que la COP 15 est venue, j'ai senti qu'il y a eu énormément de mobilisation de la société civile. Il y a eu un collectif COP 15 qui s'est créé. Les jeunes ont pris assaut du sommet jeunesse. Là, je pense qu'ils sont devenus super actifs. La place financière est devenue ultra impliquée. On a co-coordonné le sommet sur les entreprises. Donc, on s'est vraiment intéressé à tous les aspects. Les communautés autochtones étaient très présentes. Puis pour nous aussi, ça a été vraiment utile parce que c'est très rare. Une COP, c'est une COP des ministres de l'Environnement. Puis nous, au Québec, on a eu 8 ministres qui sont participés à la COP. On a eu la chance de pouvoir amener notre ministre des Finances, notre ministre de l'Agriculture, qui ne savent pas c'est quoi une COP puis qui ne le voient pas. Puis ça les a beaucoup aidés puis sensibilisés. Et évidemment, ça nous a permis de pousser la mobilisation au niveau de nos autorités et de lancer le plan nature. Donc, moi, ce qui m'a rendu encore plus fière, c'est de voir que cette mobilisation-là, elle n'a pas arrêté à Montréal. Puis Laura, vous étiez à Cali et moi, j'ai vraiment été franchement impressionnée par l'effet Montréal à Cali. Il y avait une centaine de Québécois qui étaient présents. On avait une compétition avec la délégation californienne. On comptait, je pense qu'ils ont gagné, là, mais on n'est pas sûr. On a organisé, à la COP 15, le gouvernement du Québec avait créé pour la première fois une place Québec. Donc, on avait offert une salle pour tous les représentants là, du secteur privé, des communautés autochtones, des jeunes, des femmes. Puis on a réussi à le refaire en Colombie avec un pavillon pour les États infranationaux, où on a fait une journée Québec. Fait qu'on a une journée, on était ensemble pour échanger, etc. Puis ça, je pense que ça permet vraiment de renforcer les collaborations, puis de briser justement, pas les silos qu'on parlait, mais les silos entre le milieu des entreprises, le milieu de la recherche, les scientifiques. Donc, il est vraiment en train de se passer quelque chose de super intéressant au Québec en biodiversité. Fait que moi, je trouve ça vraiment encourageant, puis j'espère que ça va perdurer. Bien, je suis sûre que ça va perdurer jusqu'à la COP17 parce que vous êtes vraiment très passionnés. Voilà. Merci. On a 110 personnes qui joignent un panel sur la gouvernance. C'est bon signe. Martin, justement, Rachel t'a fait un pont super. Là, les organismes étaient très mobilisés pendant la COP 15. Il y a eu le collectif COP 15. Je sais que tu étais aussi à la COP 16 également. Peux-tu nous parler justement un peu de ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce qu'était la conversation justement autour de cette COP-là au niveau de la société civile? Oui. Ça a été un coup de fouet, là, la COP 15 au niveau de la mobilisation. Moi, personnellement, j'avais eu la chance de participer au Congrès mondial de l'IUCN en 2021.
On était en pleine mesure de confinement, etc. C'était possible à l'époque là, quand même de se rendre en Europe. Et on était rares, là, les Québécois, on était rares, les Canadiens. Là, le pavillon du Canada, c'était un roll-up. OK? Puis il n'y avait pas de présence de délégation québécoise sur place, là, quelques membres. Puis pourtant, il y avait une immense mobilisation de la société civile sur place. Il y avait eu ils ont eu des centaines de milliers de visiteurs, là. Ils avaient ouvert le site aux écoles, c'est un immense centre de foire. C'était pas sécurisé, là, comme on voit dans les COP, là, donc beaucoup plus accessible. Et euh, je- j'avais constaté le potentiel que ça pouvait être. Donc, lorsque on a appris l'opportunité qu'on avait à Montréal là, de recevoir la COP 15 et que certaines personnes ont dit il faut travailler ensemble, qu'il y ait un collectif qui se mette en place pour mobiliser la société civile. Et moi, j'ai dit oui tout de suite, là, ça allait de soi. Et là, on a vécu une étape de mobilisation, un travail collectif entre d'abord des groupes environnementaux qui se connaissent bien, là, qui travaillent sur une base régulière ensemble, mais rapidement, ce noyau-là s'est élargi à tout plein d'organisations que parfois qu'on rencontrait pour la première fois. Puis, à un moment donné, le collectif, là, c'était 80 organisations de la société civile de toutes sortes de secteurs qui cherchaient à mobiliser leurs membres sur des enjeux de biodiversité. Puis, on a fait toutes sortes de choses. On a collectivement proposé une programmation là, pour les citoyens, etc. Des trucs spécialisés, des trucs un peu plus grand public. On a contribué là, à ce qu'il y ait des marches dans Montréal. Mais on s'est aussi donné des comités de travail pour dire quelle ambition on veut que le gouvernement du Québec, puis le gouvernement du Canada aussi, là, ait lorsqu'ils vont se présenter, eux, dans la zone bleue, là, où il y a les négociations. Et ça nous a permis de faire un gros travail. Le on là, est très inclusif. Là. Je vois Diego, j'ai vu les gens d'Équiterre, les gens de CNC ou des gens qui étaient chez CNC là, avant. Là. C'est pas uniquement, là, c'est surtout pas une action RN, c'est vraiment une action concertée avec une grande partie de la société civile québécoise. Mais on a poussé les élus à aller un peu plus loin, ou du moins à essayer qu'ils soient ambitieux dans leurs annonces. Puis, on a vu aussi cet effet-là. Oui, il y a eu la présence de plusieurs ministres. M. Legault s'est rendu à plusieurs reprises sur le site. Et surtout, là, dans les COP, là, les délégations officielles, c'est toujours l'entourage d'un ministre de l'Environnement, quelques fonctionnaires triés sur le volet là, qui le suivent. Mais dans la COP biodiversité, c'est des centaines de fonctionnaires de tous les ministères du Québec qui ont eu accès à la zone bleue. Et on entendait tous la même chose en même temps. On suivait l'état des négociations. Ça a eu un effet de sensibilisation de l'ensemble des directions, dans l'ensemble des ministères, qui aujourd'hui le payent encore. Là. Et là, des fois, on cherche à mobiliser différentes parties prenantes dans la société civile, mais on n'aurait jamais été capable de trouver un mécanisme pour rejoindre autant de gens qui sont responsables de l'écriture des lois, des orientations gouvernementales. Puis ça a eu des effets par la suite. Bien, ça a donné notamment le plan nature là, qui est un pas dans la bonne direction, là, qui est perfectible, certes, mais qu'on n'avait pas avant. Ça a permis aussi à des centaines d'élus, des conseillers municipaux, des maires, là, à peu près tous les maires de la grande région de Québec se sont présentés, pas la région de Montréal, se sont présentés à la COP. Il y avait leurs activités parallèles. On se souvient d'une journée là, dans le Vieux-Port de Montréal où il y a peut-être entre 30 et 40 élus là, de la CMM là, qui se commettent. Ils disent, nous, là, on va contribuer sur nos territoires à atteindre le fameux 30 %. Et quand on cherche 30 % du territoire à conserver sur l'île de Montréal là, ou dans la CMM, là, il faut de l'imagination là, pour dire ça, c'est des milieux pertinents. Puis, donc, il va probablement avoir aussi des efforts de restauration, ce qui est un bon signe. Fait que il y a eu cette volonté-là s'afficher. Et moi, dans mon réseau, ce que nous, on cherchait à faire, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas un événement mondial Montréal. C'est-à-dire qu'il fallait sortir. Et j'ai des collègues qui ont réussi à amener ces préoccupations-là dans leur propre région. Donc, il y a eu des mini-COP, c'est-à-dire des rendez-vous régionaux sur la biodiversité qui ont permis de dire qu'est-ce qui se passe à Montréal actuellement, puis qu'est-ce que ça veut dire localement. Puis on parle d'un 30 %. Qu'est-ce que ça signifierait ici? On en reparlera plus tard, là, mais des espèces exotiques envahissantes,
est-ce qu'on en a? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour les combattre? Fait que il y a eu un bon déclencheur, quelque chose qui a fait en sorte que les gens sont devenus plus sensibles à ces questions-là, qui ont cherché à faire le portrait du territoire en fonction de ces mêmes enjeux-là. C'est sûr qu'il y a des éléments qui touchaient la génétique qui n'étaient pas nécessairement dans les préoccupations locales ou régionales, mais là, je vais te contredire un peu, Annie. Des fois, quand on passe dans l'action, puis on s'intéresse à la biodiversité, dans la mise en œuvre des solutions, on voit l'effet. Quand on réduit les gaz à effet de serre, c'est l'effet et on sait là, qu'on a transformé un moteur diesel en un moteur électrique, mais on ne voit pas le ppm diminuer. Là. Mais quand on se met à dire cette tourbière-là, on cherche à la valoriser, on va faire un sentier, on va la conserver, on donne accès. Les milieux voient les résultats. Est-ce que c'est suffisant? Non. Okay. C'est davantage que ça là, de s'attaquer là, au déclin de la biodiversité. Mais il y a moyen d'avoir des résultats qui sont concrets sur les territoires, puis de dire on sait faire ça, on va essayer de faire quelque chose maintenant d'un peu plus ambitieux. Donc, ça a permis tout ça. Et par la suite, quand le gouvernement du Québec est arrivé avec sa proposition de plan nature et que nous, on a reçu le mandat de faire les consultations régionales, une consultation nationale sur ces questions-là, quand on a lancé les invitations, en fait, on s'est juste rendu compte que les salles étaient trop petites. Si on n'avait pas eu une COP 15, puis tout l'engouement autour de ça, puis on avait eu aussi un mandat sur un plan nature, là, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu le même engouement, puis le même taux de participation. Puis aujourd'hui, une fois que le plan nature est publié, cette préoccupation a passé à l'action. Je vais m'arrêter ici. Merci. Je vais passer avec Fanny. On a eu la preuve que tout le monde veut maintenant aller au party des biologistes. Fait que vous avez quand même la tâche lourde. Maintenant, vous avez des gens qui s'intéressent à ce que vous faites. On a parlé beaucoup justement de la COP. La COP, c'est basé, on a dit le travail incroyable que l'IBES fait, mais souvent, c'est des grandes tendances mondiales, c'est des enjeux pas nécessairement locaux. Comment est-ce que la science, je vais dire la science naturelle, je ne veux pas insulter nos gens de la science politique de la salle, comment est-ce que les gens de la science naturelle, justement, peuvent contribuer justement à la mise en œuvre d'un plan comme le plan nature, mais aussi du cadre mondial? Puis je pense que vous êtes bien placé là, avec le QCBS pour en parler. Fait que je vous laisserai. On peut faire plusieurs choses. Là. La première chose qu'on peut faire, c'est expliquer c'est quoi la biodiversité. Donc, s'il y en a qui ont lu le cadre mondial, la manière que c'est défini là-dedans, c'est vraiment la variabilité à toutes les échelles d'organisation biologique. Donc, autant au niveau génétique qu'au sein des espèces, entre les espèces, puis au sein des écosystèmes, à l'échelle de la biosphère. Donc, pour revenir à un point que Annie a mentionné précédemment, c'est difficile à mesurer toutes ces échelles-là simultanément puis arriver avec un chiffre. Je veux simplifier la science climatique. Excusez-moi s'il y en a qui étudient le climat, mais tout le monde peut prendre un thermomètre puis aller dehors pour voir la température. Fait que si on dit la température va réchauffer, on comprend qu'est-ce que c'est. Donc, c'est pas aussi simple que ça avec la biodiversité. Donc, il y a beaucoup de cerveaux, je dirais, qui sont ensemble en train de réfléchir à quelles devraient être les variables essentielles de biodiversité qu'on devrait mesurer, autant à l'échelle mondiale qu'à l'échelle locale. Parce qu'on doit s'entendre sur quelle mesure va représenter ça. Souvent, les gens vont parler du nombre des espèces. Donc, on est capable de compter les espèces, on peut faire un estimé, il y en avait combien, mais il y a plein d'espèces qu'on ne connaît pas encore. Donc, moi, j'étudie les grands vertébrés, les grands mammifères. Bon, ça se compte facilement. On sait où ils sont, on les voit. Je peux vous dire, il y a combien de caribous en Gaspésie et c'est moins que 30. Fait que des choses comme ça, c'est tangible. Mais après ça, les interactions que ces organismes-là ont avec leur milieu, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, comment on caractérise ça avec une ou quelques variables, puis après ça, on rapporte ça à l'échelle mondiale, c'est difficile. Maintenant, la question portait à savoir, bon, à l'IBES, vous faites ça, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local? Et puis, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce qu'on fait à l'échelle mondiale dépend de ce qui est mesuré à toutes les échelles locales parce que une espèce à un certain endroit pourrait augmenter, mais décliner ailleurs. Donc, on a besoin de mesures représentatives à l'échelle un peu de la Terre
qu'on est capable d'agréger pour être capable de faire ces constats mondiaux-là, mais qu'on peut aussi par la suite désagréger pour aller informer, par exemple, les politiques au niveau local, au Québec, au Canada ou ailleurs. Donc, ça, c'est un très grand défi. Les partis de biologistes s'intéressent à ce défi-là. J'espère qu'on va avoir une réponse convaincante, mais ça va continuer à s'améliorer, évidemment, puis on va être capable de proposer des choses. Il y a déjà des choses en place, puis les gens qui travaillent sur ça. Des choses plus concrètes que les scientifiques peuvent faire, puis qu'on essaie de faire. En tout cas, moi, j'essaie de faire ça. C'est de produire des avis d'experts pour être capable de bien recommander ou bien informer les gens qui doivent prendre des décisions. Donc, par exemple, si on veut identifier les espèces qui sont en déclin, puis on va recevoir les données, on doit faire des recommandations aux instances gouvernementales, provinciales ou canadiennes pour leur dire, bien, ces espèces-là, on pense, sont en déclin. Voici les menaces principales. Ces espèces-là devraient être attribuées un statut légal. Et puis, on a des lois autant au Québec qu'au Canada pour protéger les espèces en déclin. Par la suite, ça prend les scientifiques pour identifier les raisons du déclin, mais aussi mettre en œuvre des plans de rétablissement s'il y a assez d'animaux ou de plantes ou d'organismes qui restent. Et même dans certains cas, qu'il n'y en a pas suffisamment, on pense à la marmotte de Vancouver ou il y a une autre espèce qui s'appelle le putois d'Amérique. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Ce n'est pas une moufette. Ça ressemble à une petite hermine, mais en fait, cet animal-là, il est éteint maintenant au Canada. J'ai siégé sur le comité où on a confirmé que c'était une espèce qui était maintenant éteinte au Canada, mais il y en a aux eaux de Calgary. Donc, il y a des gens qui essaient de réintroduire cette espèce-là, puisque c'est un prédateur très spécialiste de un chien de prairie en particulier. Le chien de prairie à queue noire, c'est un grand défi, puisque la petite proie a des grandes fluctuations de population et donc, puisqu'il n'y en a plus partout, bien, quand il n'y a pas assez de chiens de prairie, le prédateur meurt de faim. Donc, il y a des biologistes qui sont impliqués là-dedans pour voir bien, si on met effectivement des programmes d'accouplement en captivité, comment on fait ça pour pouvoir introduire les animaux par la suite en nature et que ces animaux survivent? Est-ce que ça fonctionne? Et puis, il y a toute une série de questions. Donc, de plus en plus, on a besoin des avis scientifiques dans des contextes là, très concrets. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire là, vraiment au niveau local. Puis, c'est certain qu'il y a un concept en écologie qui s'appelle la redondance fonctionnelle. Fait le problème de ce concept-là, c'est que dans les écosystèmes, des fois, il y a plusieurs espèces, si on veut, qui ont la même fonction. Et donc, par exemple, une espèce disparaît, bien, il y en a une autre qui peut prendre sa place, puis on continue à avoir un peu les mêmes processus biologiques qui sont en place. Le problème, c'est quand on a beaucoup d'extinctions qui se cumulent, là, cette espèce de résilience-là, il risque de ne pas fonctionner là, à long terme. Donc, peut-être qu'on n'a pas suffisamment monnayé ou mis une valeur monétaire aux espèces jusqu'à maintenant, mais tous les jours, les gens s'alimentent. C'est des ressources naturelles. Ce sont des espèces sauvages qui ont été domestiquées. Ce sont des champs qui produisent. Tout ça, c'est basé sur un écosystème dans le sol qui permet aux plantes de pousser. Les ressources qu'on récolte dans les océans, c'est chacune des petites espèces. Donc, cette valeur-là, il y a des gens qui sont en train d'essayer de la calculer pour justement faire un peu le même travail qui a été fait là, avec le climat pour que les gens prennent conscience. Il y a certains groupes de gens que vraiment, c'est la quantité d'argent que ces choses-là peuvent ramener qui est le principal levier. Donc là, il y a beaucoup d'efforts qui est aussi fait pour essayer de quantifier pas juste les pertes d'espèces en nombre d'espèces, mais bien en valeur des systèmes qu'on perdrait. Donc, on n'aurait plus de filtration d'eau, par exemple, efficace. On n'aurait plus de matières premières pour construire des maisons, etc., etc. Oui, puis j'en reviens aussi, le côté restauration, je sais aussi qu'il a été un des sujets au congrès du QCBS, qui est une question qu'on a mis dans le cadre mondial. Il doit restaurer 30 %, mais comment on fait ça concrètement au Québec? C'est une grande question. C'est intéressant justement de voir que la science doit avoir un gros rôle à jouer justement pour amener des réponses à des questions qu'on s'est posées par la suite. Je vois le temps passer. Contrairement au COP, je ne peux pas prolonger jusqu'à 3 heures du matin. Fait que je vais vous demander, pour garder le quorum, de répondre en 2 minutes les prochaines questions. Évidemment, il y aura du temps là, par la suite pour faire du réseautage pour les gens qui ont des questions très spécifiques. Je vais vous demander pour les prochaines questions de répondre de façon brève comme le plus que vous pouvez. Laura, je voudrais revenir sur l'aspect financement parce que c'est beaucoup quelque chose qu'on entend parler quand on suit les COP. On va focaliser sur la COP biodiversité, mais c'est un enjeu qu'on entend souvent. Pourquoi c'est aussi critique l'enjeu du financement, en fait?
Oui, mais on dit souvent que le financement, c'est le nerf de la guerre et on le dit avec raison, tant en climat qu'en biodiversité. Je ne connais pas assez la COP désertification, mais je me doute fortement que c'est le même cas. Parce que pour mettre en œuvre des objectifs comme le cadre mondial qui a 23 cibles, justement, c'est sûr que ça prend du financement pour être en mesure de traduire ces engagements-là dans des actions qui sont concrètes. Le principal instrument de mise en œuvre pour le cadre mondial Économie de Montréal, ce sont les NBSAP. C'est les stratégies, plans d'action nationaux pour la biodiversité, si je ne me trompe pas, c'est ça en français. Donc, en ce moment, il y en a, dans la dernière fois que j'ai vu, c'était 48 qui sont déposés, donc moins de 50, moins du corps qui est attendu parce qu'il y a quand même 196 parties là, à la CBD. Donc, c'est sûr que c'est préoccupant parce que le cadre mondial, on essaye d'atteindre les objectifs à l'horizon 2030. 2030, c'est demain matin, c'est dans 5 ans. Ça arrive vraiment rapidement pour tout ce qu'il y a à atteindre. Mais je mets quand même de l'avant peut-être un certain paradoxe par rapport au financement des NBSAP parce que, on l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais le Sud global, c'est celui qui manque le plus de ressources, en général, de ressources financières pour élaborer, même réfléchir à leur NBSAP et ensuite le mettre en œuvre. Paradoxalement, c'est sûr, ce sont eux qui sont moins responsables de la perte de biodiversité, alors que le Nord, c'est peut-être un petit peu plus l'inverse. Donc, ce sont eux qui ont plus de responsabilités historiques pour avoir exploité de manière générale un peu plus de territoire, un peu plus de ressources, si on veut. Puis, ce sont eux qui ont plus de ressources financières. Donc, c'est vraiment crucial en ce moment, là, où est-ce qu'on en est là, dans la gouvernance mondiale de biodiversité, que les pays du Nord, ils assument un certain leadership au niveau du financement de la biodiversité. Puis aussi, quelque chose dont on entend de plus en plus parler dans les COP biodiversité, c'est la mobilisation de ressources financières qui provient de toutes sources. Donc ça veut dire que ce n'est pas nécessairement des fonds publics, pas uniquement, donc des fonds publics, mais on peut aussi aller en chercher ailleurs. Et c'est là qu'on va commencer à parler, par exemple, de financement mixte, de capitaux privés, de finances dites innovantes. Mais ça vaut quand même la peine de souligner que bien qu'on commence à observer des mouvances là, un peu plus progressistes, y compris au Québec là, en matière de financement, ça reste qu'on ne réinvente pas la roue. C'est sûr que le secteur privé il cherche à faire des profits sur le court terme. Puis, en biodiversité, on ne va pas atteindre des profits là, à court terme si on la protège. Parce qu'en fait, le fait de protéger la biodiversité, vous vous en doutez, c'est un investissement qui va être plutôt sur le long terme. On va investir et on va, par exemple, s'empêcher de devoir restaurer plus tard. Donc, c'est vraiment un investissement qui apporte sur le long terme, qui prévient des dépenses futures dans la restauration, dans les écosystèmes, mais aussi dans notre santé. Hein, la santé publique, une zoonose comme une pandémie, comme une COVID-19, c'est pas impossible. Ça se peut que ça réarrive. Puis je pense que pour réinjecter les capitaux qui, en ce moment, ont des effets néfastes sur la biodiversité, pour les rediriger dans des actions qui sont bénéfiques pour la biodiversité, je pense que la meilleure solution qu'on peut les déployer, c'est une adaptation, une mise à jour de notre législation, de notre cadre réglementaire aussi, l'élaboration d'une taxonomie, une taxonomie verte, puis mettre vraiment en place des incitatifs pour amener le secteur privé à changer son modèle d'investissement. Puis je pense que pour terminer, c'est important d'inclure le secteur privé et pas seulement le laisser à l'écart en espérant qu'il change tout seul là, un jour du jour au lendemain. Donc, je pense que c'est vraiment important de l'amener, de l'entraîner dans une transition socio-écologique qui va vraiment prendre en compte l'ensemble des secteurs de l'économie. Je pense que c'est la seule façon là, qu'on va y arriver à faire une vraie transition là, qui va nous amener à un monde où est-ce qu'on est plus en paix avec la nature. Merci, Laura. Vous aurez compris, ceux en ligne ou en présentiel, qu'on va dépasser. Je vous dirais que le panel devrait finir dans 15 minutes, j'ai espoir. Puis on prendra des questions par la suite. Par contre, pour les gens qui ont des obligations, évidemment, ne soyez pas gênés de quitter. On comprend évidemment, fait que on ne vous jugera pas si vous quittez la salle dans les prochaines minutes. Cela dit, j'ai confirmé que le vin est encore au frigo. Vous êtes correct. Là. Le vin ne sera pas chaud. En fait, je laisserai quand même Rachel rebondir rapidement. Je sais qu'au niveau du Québec, il y a eu des engagements à l'international, mais aussi au Québec, là, au niveau financier. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu justement là, de cet enjeu-là du financement?
Oui, je peux bien. Laura, tu l'as bien dit, là, je pense que le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Puis en ce moment, il y a beaucoup de financements justement qui sont demandés dans le cadre et de la Convention climat, et de la Convention biodiversité, et de la Convention désertification. On est en train de négocier une nouvelle convention sur la pollution plastique. On négocie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fonds qui sont créés. Puis je pense que qu'est-ce qui peut être intéressant, Laura, tu parlais de diversifier puis d'inclure le secteur privé. Bien, je pense aussi qu'on peut montrer il y a d'autres joueurs aussi étatiques qui peuvent apporter un rôle. Puis par exemple, on mentionnait qu'il y avait juste 48 pays qui avaient soumis leur NBSAP. Bien, 2 semaines avant la COP16, le Québec a quand même lancé son plan nature qui se veut être la réponse québécoise au cadre mondial de la biodiversité. Puis nous, on appelle ça, là, je vais compliquer encore plus, un SNBSAP, donc un subnational, tout ça, là. Donc, c'était quand même un NBSAP techniquement de plus au niveau infranational et qui était assorti aussi d'une enveloppe budgétaire là, de 922 millions de dollars, donc avec des contributions pour protéger la biodiversité au Québec, mais avec aussi une enveloppe internationale qui a permis au gouvernement du Québec d'être le premier État fédéré à faire une contribution au fonds cadre de la biodiversité qui est géré par le Fonds pour l'environnement mondial. Donc, quand on parlait de toutes les sources de financement, ben, c'est ça, on voulait montrer que ce n'était pas juste aux gouvernements nationaux ou au secteur privé. Les États fédérés voulaient jouer un rôle. C'est sûr que c'est une contribution plus petite, là, à la hauteur de ce que le gouvernement du Québec peut faire, mais ça l'ouvre la porte aussi à montrer, surtout dans ces périodes où il y a certains gouvernements nationaux qui font peur, là, que ben, il y a d'autres États qui peuvent venir donner un coup de main. Donc, je pense que ça peut aussi aider dans le financement. En 2 minutes. Merci, en 2 minutes. Merci beaucoup, Rachel. Annie, en 2 minutes. Au niveau grand défi, en plus, la question que je te poserais, c'est que justement, si on a parlé le financement, on en parle pour la biodiversité, on en parle pour le climat, on en parlait pour les autres négociations. Ce serait quoi l'avantage? Ben, comment en fait on le fait? Puis c'est quoi l'avantage de rallier les conventions? Parce qu'on sait que c'est une discussion même qui existe maintenant. Peux-tu nous en parler un peu justement de cet enjeu-là? En fait, parler de finances climatiques ou de finances de biodiversité, on pourrait faire un cours de 45 heures à l'université sur ça parce que même moi, je m'y perds régulièrement. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on sait qu'on a besoin d'argent, on a un manque criant d'argent. Moi, souvent, l'image que je donnais quand on parlait du fameux 100 milliards en changement climatique, bien, je disais, on pense que c'est beaucoup d'argent pour les pays riches. Mais non, mais vous savez, c'est difficile. Ça leur a pris 3 ans de plus atteindre ce plancher-là de 100 milliards. Je dis, ben, c'est pas compliqué, c'est 10 troisième lien. Hein? Fait que, on parle de chiffres, on ramène ça à nos échelles, c'est pas tant que ça. En climat, on parle, les pays en développement veulent avoir 1300 milliards en 2030. Ce on s'est engagé, c'est 300 milliards finalement à la dernière COP. On voit que les sommes sont dérisoires et c'est un peu la même chose en biodiversité. On a des besoins criants, mais on n'est pas capable de répondre. Et en plus, c'est que toutes les conventions fonctionnent en silo. En climat, si vous commencez à compter le nombre de fonds pour lesquels on s'engage, vraiment, on y perd notre latin là, parce qu'il y a un fonds, le fonds vert pour le climat, il y a le fonds pour les pertes et préjudices, il y a le fonds pour l'environnement mondial, il y a le fonds pour la biodiversité mondiale. Il y a à chaque fois, ce n'est pas les mêmes acteurs qui sont sur les bureaux décisionnels, il n'y a pas tout le temps les mêmes choses. Puis là, on dit, le privé, mais comment on calcule le privé dans des enveloppes comme celle-là? Fait que je pense que il y a tout intérêt, et même parfois, ça peut générer des doublons. Donc, il y a tout intérêt à travailler ensemble parce que parfois, ça peut permettre de mutualiser les efforts. Par exemple, de voir si on est capable de créer des fonds conjoints qui, à la fois en faisant certaines mesures de protection de la nature dans les pays en développement pour lesquels ils en ont le plus besoin, bien, ça permet aussi de faciliter la lutte au changement climatique. Et même plus simple que ça, c'est que quand on multiplie les fonds, on multiplie la bureaucratie de gestion autour des fonds. Fait que pour être éligible pour un pays en développement qui n'a pas les ressources, qui n'a pas les capacités, bien là, pour répondre à chacun des fonds, qu'ils soient climat, biodiversité, pertes et préjudices, je commence à les nommer, mais à chaque fois, pour eux, on se casse la tête parce que le receveur ou le donneur, bien là, lui, il n'a pas les mêmes enjeux, les mêmes préoccupations, etc. Donc, si on réussit à mutualiser les fonds, bien, on fait sauter aussi une complexité bureaucratique. Je ne m'appelle pas Donald Trump, ne vous en faites point quand je dis ça, mais
il y a quand même un enjeu facilitant à l'intérieur de ça qu'il faut aller de l'avant, donc moins de procédures en quelque sorte. Et pour celles et ceux qui travaillent en environnement, changement climatique, vous le savez à quel point il y a une bureaucratie internationale assez phénoménale sur ces questions-là. Et aussi, ça envoie un signal fort. Puis ça, je pense que c'est la chose la plus importante à retenir, que finalement, ces deux crises-là, ce ne sont pas deux crises, c'est la même crise socio-écologique mondiale. Elle vient des mêmes causes. Il faut donc travailler ensemble pour les résoudre. Mais quand je dis ça, je suis un petit peu utopique, je suis peut-être naïve, parce que aussi le risque qui est réel, c'est celui de la dilution financière. Parce que dans le fond, on voulait donner 1 milliard, mais dans le fond, on va donner 1,2 milliard pour les deux projets, mais dans le fond, on aurait peut-être donné un peu plus séparément. C'est quand même un risque qu'il faut garder en tête. Et aussi, ça peut mener par des conflits aussi entre les États ou entre les acteurs, mais à des conflits sur l'appropriation des ressources. Finalement, on va financer quoi, jusqu'à quel niveau, puis ça va se faire au détriment d'eux. Comme les ressources sont limitées, malheureusement, il faut quand même garder ces éléments-là en tête, mais je pense que, somme toute, on aurait beaucoup plus d'avantages à travailler ensemble sur les questions de financement, mais en ne retirant pas le poids et la responsabilité qu'ont les pays développés envers les pays en développement de financer finalement cette triple crise qu'on vit actuellement. Merci beaucoup, Annie. Pour l'avant-dernière question, je me retournerai plus localement et peut-être justement comment on mobilise les gens. On a quand même un certain financement. On vous l'avait dit, la COP 15 a créé ce momentum-là. Je commencerai peut-être par Fanny, justement, comment on mobilise, j'ai envie de dire le parti de biologistes, excuse-moi, mais comment est-ce qu'on mobilise les gens justement pour mettre en œuvre ce plan-là? Parce que c'est ça maintenant le grand défi. On a un cadre, Rachel le parlait, il y a eu les objectifs d'Aichi avant, qui existaient, mais qui n'ont pas nécessairement été mis en œuvre de façon égale, ben maintenant, on ne veut pas répéter cette expérience-là. Comment est-ce qu'on mobilise les gens pour qu'il y ait de l'action qui est faite? Fait que je te demanderai d'y aller, puis après, Martin, je te laisserai aussi rebondir. Bien, une des façons, puis tu as mentionné tout à l'heure, on a eu un colloque récemment au Centre de la science de la biodiversité du Québec, puis on avait une première journée avec un atelier qui était co-organisé avec CNC et différents ONG. Donc, on a des partenariats ou des projets de co-création pour essayer d'identifier quels sont les besoins. Par exemple, si on veut protéger un milieu, lequel milieu on devrait protéger? Est-ce qu'on veut que ces milieux soient connectés entre eux pour permettre le mouvement des animaux? Donc, on a commencé à discuter. Donc, on appelle ça des connaissances à l'action. Donc, on a différents projets de connaissances pour mener à l'action qu'on essaie de promouvoir en faisant du réseautage entre les chercheurs qui ont les connaissances scientifiques et les organismes locaux là, qui peuvent, eux, peut-être avoir des questions puis ont des enjeux et doivent maintenant mettre des choses tout de suite là, en place pour être capable de rencontrer les objectifs qu'on s'est fixés avec le plan Nature 2030. Un autre aspect que je pourrais mentionner rapidement, c'est qu'en 2019, il y avait eu un rapport conjoint entre les experts de l'IBES et du GIEC, dans lequel c'était un groupe de travail là, où ils ont conclu que clairement, pour certaines des solutions climatiques, c'est essentiel de prendre la biodiversité de la considérer finalement, parce que quelquefois, certaines solutions climatiques, quand on utilise surtout des solutions fondées sur la nature, elles sont plus efficaces, puis elles vont à la fois conserver la biodiversité et réduire certains effets négatifs du climat. Donc, ces choses-là sont en discussion à l'échelle mondiale, puis là, on doit, nous, ici, à l'échelle plus locale, là, commencer à le faire aussi si on veut voir des effets là, de ces grandes décisions. Merci beaucoup, Fanny. Martin? Oui, localement, il y a eu plusieurs annonces là, dans le cadre de la COP. Oui, le plan nature, mais vers la fin de la COP, c'est l'annonce du Fonds bleu aussi. Donc, ce qui fait en sorte qu'actuellement au Québec, il y a eu un grand effort pour doter les actions autour de la biodiversité là, de sommes considérables. Est-ce que il y a encore, on ne comblera pas tous les besoins, mais il n'y a jamais eu autant d'argent pour passer à l'action. Et ça a permis de faire, dans le cadre du plan nature, d'identifier des mesures. Et même chose pour le plan national sur l'eau. Et pour chacune de ces mesures-là, maintenant, il y a un chiffre au bout et qui va se décliner tantôt en programme, mais tantôt des fois en action directe ou
etc. Mais ça fait en sorte qu'on peut passer à l'action sur une foule de sujets simultanément, contrairement là, peut-être à des approches plus conventionnelles où on définit une politique, ensuite il y a une stratégie, puis ensuite les programmes naissent un après l'autre. Mais là, il y a moyen là, d'accélérer le rythme de la mise en œuvre. Et ça donne des résultats. Là. La semaine dernière, là, il y a une annonce qui concerne le réseau des conseils régionaux en environnement. On s'est vu confier le mandat de réaliser des stratégies régionales dans chacune des régions du Québec sur les espèces floristiques envahissantes. Donc, de faire un état des lieux, d'identifier des espèces prioritaires pour la région et un plan d'action spécifique à chacune des régions. Et ce financement-là, c'est 9,7 millions. C'est un financement conséquent. Là. Pour nous, c'est même en taille le financement le plus important que le réseau a reçu depuis son existence. Et ça donne les moyens de travailler localement, de faire en sorte que l'ensemble des acteurs vont pouvoir passer à l'action parce que l'argent ne sert pas uniquement à faire des stratégies, là, mais aussi à débuter leur mise en œuvre dans les activités de prévention, de détection. Puis la Fondation de la Faune, elle, continue à avoir des programmes là, pour financer là, le contrôle, l'éradication, les étapes subséquentes. Mais ça va permettre à l'échelle provinciale de répondre à cette mesure-là du plan nature qui est aussi un des objectifs du cadre mondial parce que les espèces exotiques envahissantes sont une menace directe là, à la biodiversité. Il ne s'agit pas dans ces stratégies-là de travailler là, sur les roseaux en bord d'autoroute. Il s'agit vraiment de travailler sur les espèces qui ont un effet direct sur la biodiversité. Ça va permettre de cibler les actions et d'avoir les moyens d'avancer. Puis, en fait, ces sommes-là, là, oui, ils passent par nous, mais ils vont être accessibles à d'autres groupes aussi pour proposer des projets qui vont répondre aux objectifs des différentes stratégies. Parfait. Ben, merci beaucoup, Martin. Puis, tu sais, je pense que je veux dire, vous avez plein de projets qui sont permis un peu par le plan nature. Là. Justement, on a des trucs en finance durable, on a des trucs en entreprise. On pourrait en parler pendant 3 heures. Je vous laisserai peut-être sur une dernière question que vous aurez tous le temps de parler. Je vous demanderai d'y répondre en une phrase sans virgule. Est-ce que, selon vous, dans les prochaines années, il y a une opportunité qu'on doit saisir? D'ailleurs, c'est la dernière section de votre livre. Est-ce qu'il y a une opportunité qu'on doit saisir pour justement aller plus vite ou plus loin ou mieux? Je commencerai par toi, Laura. Je te permets une phrase avec des virgules. Est-ce que tu me permets un paragraphe? Je vais le lire, je ne peux Oui, pas oui, c'est dépasser, pour ça c'est que je déjà t'ai dit. écrit. Fais semblant qu'il n'y a pas de virgule et pas de point, ça va aller. OK. Comme ça, je ne dépasserai pas le temps. Donc, la route vers une gouvernance mondiale de la biodiversité efficace et équitable sera sans doute longue et parsemée d'embûches. Elle nécessitera une volonté politique soutenue, une collaboration internationale sans précédent et une transformation profonde de nos modèles économiques et sociaux. Excusez. La gouvernance mondiale de la biodiversité est l'un de nos plus gros défis de notre époque, mais elle est aussi une occasion à saisir sans précédent. Nous avons la possibilité de repenser notre relation avec le monde naturel, de forger de nouvelles alliances mondiales et de créer un avenir où les humains et la nature ne sont pas en conflit, mais en harmonie. C'est un défi qui exige le meilleur de notre créativité, de notre compassion et de notre courage. Un défi que nous devons relever pour toutes les formes de vie sur Terre, passées, présentes et futures, y compris la nôtre. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont essayé de suivre, c'est la page 107 du livre. Merci beaucoup. Laura travaille pour nous, c'est pour ça que je donne plus de temps. Annie? Un badge, parce que je suis capable de le faire en un mot. Oh, c'est bon ça. Voter. Merci, Annie. Rachel, tu peux le faire en une phrase, là. C'est pas un précédent que tu vas respecter. Moi, j'ai le goût de donner un petit peu d'espoir parce que je ne les ai pas vus, mais je trouve que le contexte actuel est un peu déprimant des fois. Donc, je pense qu'on parle de gouvernance de la biodiversité, c'est peut-être élargir le contexte de gouvernance, justement, puis de saisir l'opportunité que tous les acteurs de la société peuvent avoir dans la gouvernance, puis pas juste se fier au pays. Puis briser les silos, je pense qu'on l'a dit, c'est vraiment important. Puis la COP 30, je pense, pourrait être un bel exemple de ça, qui est une COP climat où ce que la présidence brésilienne veut beaucoup amener l'agenda biodiversité. Donc, on fait les efforts dans le bon sens. Voilà. Je pense que je n'ai pas mis de virgule. Non, il n'y a pas de virgule, c'est bon. Fanny? Moi, je pense que la conjoncture est idéale pour que nous-mêmes, au Québec, on ait une évaluation de la biodiversité du Québec qui soit fait à chaque, je ne sais pas, de façon tous les 3 ou 5 ans, mais on devrait essayer de le faire. Je veux essayer de le faire avec mes collègues, donc c'est vraiment un bon moment pour faire ça. Mais j'aimerais dire aux gens qui écoutent dans la salle qu'une chose que tout le monde pourrait commencer à faire, c'est nous aider à suivre la biodiversité. Il y a plein de petits outils utiles sur vos téléphones,
Donc, quand vous marchez dehors, Mont-Royal, un peu partout, campus des universités, vous voyez des espèces, enregistrez-les, les experts les utilisent. C'est maintenant probablement la meilleure manière qu'on va avoir pour suivre la biodiversité sur la planète, la ville de Montréal, partout. Donc, Merci. Martin? Rapidement, là, si on ne sait pas quoi faire en matière de biodiversité à notre échelle personnelle ou à l'échelle de notre communauté, là, allez vous promener dans la nature. C'est la porte d'entrée. Si on va, si l'accès est plus grand, il y a une plus grande appréciation, puis on devient plus sensible à faire quelque chose pour conserver ou améliorer ces milieux-là. Merci. Fait que la personne là, qui fait de la rando avec vous, là, avec son téléphone en avant, est en train d'aider la science, là, elle n'est pas tannante. Là, vous lui direz merci la prochaine fois. En fait, avant de passer, comme je dis, je vais en prendre quelques questions. Je voulais vous remercier. J'ai toujours l'impression d'en connaître sur la biodiversité, mais entouré d'experts comme vous, j'ai toujours l'impression de plus d'en connaître sur la biodiversité. Fait qu'un super gros merci de vous être déplacé, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions-là. On va prendre quelques questions, mais je voulais juste vous remercier et vous applaudir tout de suite. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des questions en ligne ou pas encore? Je vais peut-être prendre une question ici, après en ligne, puis on essaiera de prendre à peu près 4 ou 5 questions. Oui, bonjour. À moins que quelqu'un aille à Sherbrooke, il faut vraiment que je prenne mon limocar dans un quart d'heure. Donc, c'est pour ça que je levais la main comme ça. Moi, je fais un doctorat en gouvernance sur le thème de la biodiversité. Donc, je me sentais très, très légitime à venir ici pour vous poser notamment une question. Donc, manifestement, je n'ai pas lu le livre, donc peut-être qu'il y répond. La gouvernance, c'est aussi l'implication et la participation des acteurs. Moi, un peu comme la professeure Chaloux, je suis d'abord formée en climat, puis je suis arrivée en biodiversité avec un challenge du professeur Gravel aussi. Donc, cette petite biographie pour dire que quelque chose m'a vraiment frappée, c'est, avec tout le respect, peut-être l'impossibilité des biologistes à mobiliser, à être présents dans l'espace public et médiatique, à avoir des messages clés, à être capable vraiment de communiquer avec le public, ce qui est quand même, me semble-t-il, une phase importante de la prise de conscience, etc. Alors, cette question s'adresse à tout le panel. C'est vrai que je suis en train de regarder la professeure Pelletier pendant ce temps-là, qui était la fière représentante scientifique, mais est-ce qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là, au niveau gouvernance, mais participation des acteurs, à savoir les biologistes dans la discussion publique? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont le même rôle que les climatologues, peut-être? Merci. c'est la question. Ouais, j'irai avec toi, juste ça serait. Ben, j'aimerais dire que j'ai engagé un agent de communication au CSBQ pour nous aider, les scientifiques. Il est très bon, hein? On le connaît bien, oui. Donc on a pris la critique, là. On va faire un effort. Par contre, j'aimerais dire que quand on regarde cette étude qui montre que bon, la biodiversité est moins représentée, tout ça dans les médias, c'est aussi, on revient à la complexité, il y a quand même beaucoup de choses dans les médias sur la biodiversité. Bon, avant hier, là, j'étais à nouveau en train de parler de la rage du raton laveur, la semaine d'avant. Fait qu'on a beaucoup de choses à couvrir en tant que scientifique. Autant parce que des fois, c'est le déclin de la biodiversité, puis des fois parce qu'il y en a trop de biodiversité qu'on ne veut pas voir à des endroits. On défend les cerfs de Longueuil, il reste 30 caribous dans le parc de la Gaspésie. Il n'y a personne qui déchire sa chemise là-bas pour faire quelque chose. La moitié sont dans des enclos. Fait que c'est ça. Fait que les scientifiques, on a beaucoup de mandats. Au Québec, les scientifiques, bon, il y en a au gouvernement, il y en a dans les universités, mais on a aussi des profs d'université qui enseignent et tout ça. Donc, il faut être réaliste aussi de qu'est-ce qu'on s'attend des scientifiques. Donc, bien qu'on va s'améliorer et qu'on va faire des efforts en communication, on a aussi besoin que les gens viennent aussi vers les scientifiques et nous donnent des conseils finalement sur comment on peut faire mieux que qu'est-ce qu'on fait pour l'instant. En effet. Mais c'est ça, je pense qu'il y a une question il y a tellement de diversité de sujets que c'est ça. Si on essaie de faire une recherche, parce que si tu fais une recherche par mot-clé biodiversité, c'est sûr qu'on arrive en dessous de clé. Je vais laisser Annie faire rebondir, je crois. Oui, puis aussi, je pense qu'il faut être conscient, puis ça, c'est une responsabilité qu'on a comme chercheur aussi, qu'on n'a pas pris pendant des années. C'est-à-dire que, puis moi, je l'ai entendu beaucoup, même au début de ma carrière universitaire, de chercheurs qui disaient: ah non, mais parle pas, tu sais, moi, je ne viendrai pas parler dans les médias, tu sais. et ça, il y a beaucoup cet enjeu-là encore aussi au niveau scientifique. Puis je pense, en climat, ça fait quand même plusieurs années
que les chercheurs sont sortis de leur tour d'ivoire et abordent ces questions-là, osent le faire, travaillent avec ça. Il y a même une communauté de pratique, la communauté de pratique en changement climatique, des communicateurs en changement climatique. Je pense qu'en biodiversité aussi, c'était le cas, mais il n'y avait pas nécessairement la même oreille et autres qui viennent d'extérieur, mais on a une responsabilité comme chercheur et c'est difficile à prendre parce que moi, quand je vais dans des médias régulièrement, ben, le nombre de fois qu'on se fait dire avant une entrevue, si on n'a pas fait telle chose, on est juste des scientifiques, on n'est pas crédible dans notre message. Il y a des enjeux aussi de quand on prend position, le risque politique que ça prend aussi de prendre position. Il y a quand même aussi des enjeux à tenir en compte que les réseaux sociaux aussi vont exacerber. Des gens sur les questions de biodiversité, parfois, qui vont vouloir protéger une espèce, mais ils vont recevoir un fléau de messages haineux sur certaines questions. Ça aussi, ça fait partie de la dynamique dans laquelle aujourd'hui les scientifiques sont appelés à faire. Mais je pense qu'un des plus gros défis par rapport à cette responsabilité-là du chercheur, c'est qu'on n'est pas formé pour faire de la communication scientifique. Et ça, c'est assez paradoxal au niveau de la vulgarisation, là, je veux dire, au niveau de la diffusion des connaissances. Et ça, je pense que les universités devraient prendre la balle au bon et obliger que dans les carrières universitaires, à la maîtrise recherche, au doctorat, que ces éléments-là fassent partie du dialogue parce que nos institutions sont publiques, sont payées par des fonds publics, notre salaire est payé par des fonds publics. Donc, si on veut être en mesure de faire cette bonne contribution-là, bien aussi, on doit avoir les outils pour le faire. Puis je vais me permettre de rebondir parce que c'est ce qu'on fait, là, mais tu sais, tout ce qui est mobilisation, je pense que c'est aussi important de savoir que c'est pas tous les scientifiques qui vont avoir le langage, par exemple, de la finance. Tu sais, puis j'ai parlé d'espèces exotiques envahissantes devant des financiers. Là, puis qu'est-ce qu'ils font avec ça? Tu sais, genre, fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Puis moi, je vais au parti de biologistes de temps en temps au congrès. Puis, tu sais, les sujets sont tellement variés que des fois, même si on leur donne leur skill de communication, ben, ce n'est pas nécessairement un sujet qui va intéresser quelqu'un qui travaille chez BNC, par exemple, parce qu'il va dire, ben, je fais quoi, moi, avec la pollinisation des abeilles dans tel champ, en Estrie? Excuse-moi, je ne veux pas exagérer, Fanny, mais tu sais, c'est quand même cet enjeu-là de mobilisation, de dire comment est-ce qu'on parle le même langage. Puis je ne pense pas que tous les scientifiques vont pouvoir le faire. Puis je pense, comme elle dit, potentiellement, les universités peuvent jouer un rôle, mais je pense qu'il y a d'autres organismes qui doivent jouer ce rôle-là aussi, de ramener la science à d'autres décideurs, en fait. Là. Je prendrai une autre question. Ben, bon retour. Est-ce que tu veux prendre une question en Oui, ligne, je vais Marie? prendre une question en ligne. Les méga-feux au Canada et au Québec ont été terribles pour les écosystèmes. Ont-ils déclenché une évolution de la gouvernance mondiale à ce sujet? Y a-t-il des choix qui ont été faits pour éviter que cela se reproduise pour renaturer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? C'est quand même une question spécifique. Réponse courte, à court terme, non. Il y a actuellement des feux de forêt en Corée du Sud. C'est des enjeux, ça ne se règle pas comme ça en criant lapin, ciseaux, je ne sais plus trop. Ce sont La biodiversité, c'est mieux. C'est ça, exact. Fait que, non, mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie des phénomènes qui vont mener à des réflexions à plus long terme. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont été très marquées par les récents feux de forêt qu'il y a eu dans les dernières années. Le fait que pendant, même, je pense que c'est presque 60 jours, la qualité de l'air à Montréal, à Sherbrooke, au Québec, a été vraiment extrêmement exécrable dans les dernières années, les derniers étés, notamment les feux de forêt dans le nord du Québec et dans le nord canadien. Donc, ça mène à des réflexions sûres, mais c'est qu'on ne peut pas passer d'un phénomène spécifique à un changement systémique. Là, ça, il faut donner du temps, je pense. Merci. J'ai une question dans le fond. Dans le fond, là-bas. Ouais, merci pour la parole. Moi, c'est Jancy. Ok, merci. Moi, c'est Jancy. Je suis de Guibin. Guibin, c'est la jeunesse, la participation de la jeunesse dans la Convention sur la diversité biologique. En fait, j'ai participé aussi à la COP 15 et aussi à la COP 27 des climats à Sharm el-Sheikh en Égypte et aussi au colloque scientifique qui s'est tenu au Québec récemment au mois de mai avec l'Université de Laval. En fait, nous, la jeunesse de Guibin, c'est que nous n'aimons plus, par exemple, des empty promises, donc des promesses vides. Par rapport, quand on participe dans des COP, et la vision mondiale des cadres mondiaux post-2020,
la vision, je sais que tous nous connaissons à l'horizon 2050 de vivre en harmonie avec la nature. C'est ça la vision globale de ces cadres mondiaux post-2020. Et aussi, d'ici 2030, à réussir à restaurer les écosystèmes. Maintenant, moi, je pose la question aux scientifiques présents ici par rapport à la faisabilité des choses. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que le monde peut vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050, comme les scientifiques et comme des COP les prédit? Et, parce que la scientifique l'a mentionné, on est devant une dynamique. Il y a beaucoup d'aspects qui viennent à la contre de beaucoup de choses. Maintenant, selon vous, scientifiques, est-ce que ça serait vraiment possible de vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050? C'est ça ma question, en fait. Merci. C'est une grosse question. Je vais peut-être répondre en premier parce que la COP15, j'étais borderline d'être gibbon. J'étais un vieux jeune. Tu sais, je pense qu'un des trucs qui est le plus réaliste de dire est-ce que c'est possible ou non, c'est de se mettre à l'action. Tu sais, je pense que Laura, c'est un bon exemple, là, qui est une vraie guébine. Mais tu sais, je pense que c'est ça un peu le but, tu sais, parce que je pense que on peut vraiment facilement rester mobile sur cette vision-là, très long terme, très relation avec la nature. Tu sais, des fois, je parle à des biologistes et ils disent, ben, tu sais, la faune va peut-être nous manger un jour si tu l'harmonies. Mais tu sais, je pense qu'il faut comme se mettre en action puis la bâtir, cette vision-là, parce que sinon, je pense qu'on va tomber dans le négatif de dire, ben, on est loin de là. Puis, tu sais, je vais aussi mettre le côté qu'il y a des communautés dans le monde qui le font déjà, vivre en harmonie avec la nature. Fait que je ne veux pas voir ça comme une vision qui n'est pas possible parce qu'elle existe. Fait qu'après, c'est comment est-ce que nous, potentiellement, on doit s'adapter. Mais, tu sais, moi, c'est pour ça qu'on est en PLB, tu sais, c'est pour ça qu'on s'implique, parce qu'on croit qu'on peut y aller. Mais il faut vraiment passer par l'action puis par mobiliser le plus d'acteurs possible. Annie, je pense que tu voulais y aller. Ça prend du temps, celui-là, je pense. Ah, là oui. En fait, pour répondre à votre question, moi, j'ai toujours été et j'espère toujours être une éternelle optimiste. C'est-à-dire que je pense que tout se peut, puis on est vraiment capable de le faire. Et le plus bel exemple qu'on a eu du niveau récent, puis c'est drôle parce que je disais ça justement à Rachel avant la rencontre d'aujourd'hui, c'était en 2019, 500 000 personnes marchaient dans les rues de Montréal et nos gouvernements disaient oui, on est avec vous pour le climat, on va faire plus, mais vous savez, on ne peut pas fermer l'économie, on ne peut pas restreindre les comportements des individus, on ne peut pas, ça, on ne peut pas, fait qu'on va essayer. Et personne n'avait pu imaginer qu'on pouvait arriver avec une pandémie mondiale et qu'en quelques jours, on pouvait fermer l'économie mondiale et on pouvait faire des choses. Et ça, dans des pays démocratiques. Et ça, pour moi, c'est important de le rappeler. Les États nous disent on ne peut pas le faire, vous savez, le commerce mondial avec. Bon. Or, nos États, démocratiquement élus, ont les capacités, ont les institutions pour le faire, ont le droit derrière eux. On a des lois comme la loi sur les mesures d'urgence, on a des moyens institutionnels nous permettant de le faire. Ça, c'est. Je dis ça. Après ça, le monde change, il y a du temps, on n'est pas prêt à y faire face. Et ça, pour moi, ça revient au mot que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le mot voter. On a la capacité d'exiger ces changements-là et ça peut se faire beaucoup plus vite qu'on pense. En un an, les émissions de gaz à effet de serre avaient diminué de 7 %. On comprend que c'est à cause de la pandémie. Est-ce que, il y a des gens qui sont morts, il y a des milliers de gens qui sont morts, mais on a appris à vivre différemment en peu de temps. Fait que moi, je pense que ce qu'il faut retenir, la pandémie est arrivée avec son lot d'inconvénients, son lot d'impacts, mais aussi avec son lot de possibilités. Puis moi, je nous invite à réfléchir à ces possibilités-là et que si on le voit, on sait que même dans des États démocratiques, surtout dans des États démocratiques, on a beaucoup plus de leviers qu'on pense. J'aimerais ça rajouter rapidement. Là, merci pour la question parce que je pense que ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est comme tu disais, la mobilisation des acteurs, puis la jeunesse, vous avez vraiment beaucoup de poids. Puis, j'ai parlé de comment j'avais trouvé ça vraiment impressionnant à la COP16. Puis, je pense que les choses qu'on a trouvées le plus impressionnant, il y a une délégation jeunesse, il y a eu 15 Québécois qui étaient présents avec Logique. Puis je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils étaient absolument partout. À chaque fois que j'allais à un événement quelque part, ils étaient là. On les a rencontrés, on a pris le temps d'échanger. Puis ils ont vraiment voulu apporter des solutions. Puis on s'est même rencontrés par après parce qu'ils avaient des recommandations à nous faire. Donc, je pense que
on peut, si vraiment, on peut être des vecteurs de changement, puis il ne faut pas hésiter parce que pour vrai, cette mobilisation-là, ben, elle est bien reçue, puis ça nous aide, puis ça nous donne du positif, nous, dans les gouvernements, pour aussi aider à faire monter ces enjeux-là. Donc, je pense que c'est ça, la jeunesse, vous avez beaucoup plus de pouvoir. En fait, vous le savez, mais utilisez-le encore plus. Il y a des gens de la délégation de COP16 dans la salle, ils t'ont suivi jusqu'ici, fait qu'attention. Je ne sais pas s'il y a une dernière question en ligne. Sinon, après ça, on va passer au plus important, le vin. En fait, on a une Ah. question. Oui, vas-y. Question pour Martin. C'est écrit. Quel rôle occupent les Autochtones dans les concertations régionales au Saguenay? Avec une sous-question, est-ce que les Atikamekw sont impliqués aussi? La question est intéressante. Je ne suis pas capable d'être hyper spécifique là, sur ce cas-là, mais dans la dernière année, nous, on a eu un mandat de faire une consultation nationale sur les aires protégées d'utilisation durable. Donc, les nouvelles, en fait, notre réponse québécoise là, à les catégories peut-être 5 et 6 là, de l'IUCN, comment on les met en œuvre au Québec. Donc, c'est des aires protégées, comme leur nom l'indique, là, qui vont permettre des usages variés. Et à cette consultation-là qu'on a organisée là, début décembre à Québec, il y avait 7 Premières Nations du Québec qui étaient présentes, donc à peu près représentées là, par une vingtaine de personnes là, sur les près de 200 personnes qui étaient dans la salle. Et ça paraît peut-être peu, mais en même temps, c'est beaucoup. C'est exceptionnel que les Premières Nations participent avec le reste de la société civile là, à ces consultations-là. Et ces gens-là sont repartis satisfaits et je dirais les autres participants de la société civile ont grandement apprécié les échanges pendant les 2 jours là, qu'a duré cette consultation-là. Donc, c'est possible de faire de la concertation avec les membres des Premières Nations, pas uniquement là, en bilatéral, là, c'est-à-dire le gouvernement et eux uniquement, là, mais dans un mouvement plus large là, où la société civile est impliquée. Puis cette consultation-là servait à aller chercher le pouls là, des intervenants qui occupent le territoire public là, de manière large pour aider ou contribuer à définir les lignes directrices qui vont encadrer ce nouveau statut-là. On attend ça là, pour un peu plus tard au printemps ou du moins au cours de l'année. Puis ça va être un outil de plus qui va nous servir à protéger des territoires et qui va probablement répondre à des préoccupations des Premières Nations sur des usages tout à fait légitimes là, des espaces, des milieux naturels là, un peu partout sur le territoire du Québec. Merci beaucoup, Martin. Avant de vous remercier, je vais vous donner les prochaines étapes. J'ai le temps d'une dernière question avec pas de virgule. Tu peux y aller. Non, point virgule, ça ne compte pas non plus. Tu peux y aller, Michel. Bonjour, Michel Laliberté. Je travaille à la table de concertation du Haut-Saint-Laurent-Grand-Montréal. En gros, on essaie de s'occuper de la qualité de l'eau du fleuve, vaste mandat. Moi, j'ai été pendant une autre vie, pendant 25 ans, j'ai travaillé en journalisme. J'ai notamment, je suis allé dans le canton de l'Est, le quotidien La Voix de l'Est, qui est à Granby. Puis ensuite, j'ai trouvé une nouvelle vocation en faisant beaucoup de reportages sur les enjeux en environnement. Je me suis inscrit au CUF, à l'Université de Sherbrooke. Ma professeure de biologie, Kim Marino, est ici. Allô, Kim. Et là, ça fait 7 ans que je travaille dans le monde de l'environnement. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé assez rapidement. Je me suis aperçu qu'on n'est pas bon à se vendre. Vraiment, vous l'avez abordé là, un petit peu, mais c'est pire que ça. C'est qu'on est tous des experts dans nos domaines qui sont tous liés à l'environnement. Or, se faire connaître, communication et marketing, c'est une autre expertise, ça. Puis je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'humilité, de dire on ne l'a pas, ça. Et je pense qu'il faut aller chercher des gens qui pourraient nous aider avec ça. Puis là, je parle vraiment de marketing. Parce que les gens, en tout cas en journalisme, on dit tout le temps, ah, c'est tout le temps des mauvaises nouvelles et tout ça, mais les gens sont avides aussi de bonnes nouvelles. Or, vous le savez, ça fait plusieurs années que tout le monde ici, vous travaillez dans le monde de l'environnement, il s'en fait beaucoup de choses positives. Il y a des projets extraordinaires qui sont faits, mais quand on en parle de ça à des gens, dans ma propre famille, ils découvrent ça. Or, c'est parce qu'on ne réussit pas à mettre ça de l'avant. On participe beaucoup à des activités comme ça. On essaie de convaincre des gens qui sont déjà convaincus. Or,
on n'avance pas. Puis moi, là, je suis le gars le plus optimiste que vous trouverez, vous allez croiser sur votre route. Mais je trouve qu'on a notre plus grande lacune dans le mouvement environnemental ou écologiste, c'est ça. On n'est pas capable de mettre de l'avant tout ce qui se fait de positif. Or, ce qui se fait de positif sert de vecteur, justement. Je pense que les gens dans la rue sont d'accord avec ce que je dis, mais les trucs positifs servent, dans le fond, comme vecteur pour en faire plus, pour sensibiliser. Et je vais terminer là-dessus. Les gens, moi j'ai travaillé à l'OBV Yamaska, maintenant j'habite ici à Montréal et ce que je m'aperçois au fil des ans, c'est que les gens veulent poser des gestes, veulent faire partie de la solution. Or, c'est à nous à leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur comportement au quotidien. Ça peut être, on parlait de sciences citoyennes tantôt, je pense que c'est Mme Pelletier qui en parlait. C'est possible de le faire, ça, mais il faut aller au-devant, il faut sortir de nos cours, si on veut. Si je veux faire une image, là, ça, on a de la misère à faire ça. Puis je pense qu'à partir du moment qu'on fait des efforts, on embauche beaucoup de gens en communication, mais ce n'est pas via les médias traditionnels qu'on peut faire ça. Or, on doit le faire, on doit être présent dans le mainstream, mais il faut trouver, surtout aujourd'hui, tu sais, il y a 40 ans de ça, si tu ne passais pas au téléjournal, tu avais de la misère à avoir de la visibilité. Aujourd'hui, les moyens de communication sont multiples, les réseaux sociaux, mais pour ça, il faut amener du monde avec nous qui savent quoi faire avec ça. Puis je termine là-dessus, ça c'est promis. Je ne sais pas si les gens savent, mais la ville de Houston, qui est au Texas, est une des villes les plus vertes en Amérique. Mais peu de gens savent ça. Parce que, bon, là-bas, tout le monde pense, il y a des puits de forage aux 300 mètres, puis en plein cœur de certains quartiers. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que cette ville-là, c'est une ville qui est progressiste et elle a réussi à poser des gestes. Vous irez lire là-dessus, c'est vraiment très intéressant, mais nous, dans notre tête, c'est le Texas, c'est les producteurs de pétrole, c'est pas bon ce qu'ils font, mais il y a du positif partout. C'est à nous de sortir puis de le montrer. Puis là, je pense que c'est les gens qui vont comprendre quel rôle ils peuvent jouer. Parce qu'ultimement, on a beaucoup blâmé les gouvernements, on blâme beaucoup l'entreprise privée, mais le troisième grand joueur là-dedans, dans le fait que notre biodiversité, malheureusement, s'étiole, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est nous tous, par nos comportements. Voilà. Merci, Il n'y avait pas de questions, je suis désolé. Et je mets le point à la fin. Je ne sais pas s'il y avait des virgules, mais il n'y avait clairement pas de point d'interrogation à cette question. Merci, Michel, pour ça. Les gens extérieurs réclament du vin. OK. Ils réclament le vin puis le livre. En fait, la prochaine étape, comme je dis, si Marie-Ève m'accepte, on va sûrement prolonger de 15 minutes. Ça te va? Parfait, parce que là, on vous a coupé sur le réseautage. Vous avez 2 coupons. Je ne vais pas vous faire binge-drinker le vin. Fait que, en fait, comme je dis, je vous invite d'aller prendre un verre de vin. Et 2, Laura, Annie, vous allez vous déplacer à la livre à la livre, mon Dieu. J'ai trop parlé, moi aussi. Je vais vous aller déplacer à la table pour les livres. Ceux qui se sont procurés un livre, ils vont pouvoir vous le remettre en main propre. Malheureusement, on n'a pas de livre à vendre ce soir parce qu'on les a tous vendus déjà. Par contre, vous recevrez un lien là, pour l'acheter directement des PUC si vous voulez. Premièrement, je vous dis merci, Laurent, Annie et Simon, si tu es encore en ligne, d'avoir accepté de partager ce lancement-là avec nous ce soir. Évidemment, merci Rachel, Fanny et Martin d'avoir contribué à ce panel ce soir. Fait que tout le monde reste, on prend un verre de vin, puis merci d'avoir été là ce soir, puis merci de vous intéresser à la biodiversité.